Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est compiler des programmes avec des types structurés, c'est-à-dire des tableaux, des structs et éventuellement des pointeurs. Et on veut à la fois des données statiques qui sont construites par le compilateur et aussi des données dynamiques qui sont construites par le programmeur. Donc dans ce cours, on va voir les trois éléments suivants. On va commencer par voir de quelle manière on étend notre langage d'entrée pour pouvoir gérer les données structurées. Ensuite, on verra comment contrôler le programme, ça correspond à la partie contrôle statique qu'on mentionnait en introduction. Et puis enfin, on verra le gros du cours, c'est-à-dire comment compiler un programme qui manipule des données structurées. Alors, pour gérer les données structurées, évidemment, on doit étendre notre grammaire de la manière suivante. Donc les programmes qu'on va gérer vont être constitués de deux parties. Il va y avoir une première partie déclarative qui va déclarer les types. Donc pour chaque type, on va avoir le constructeur de type, en l'espèce ici une structure avec deux champs, c'est les fameux nombres complexes. Et puis ensuite l'identificateur de type. Et une fois qu'on a fini de déclarer les types, on a une suite de déclarations de fonctions qui peuvent manipuler ces types. Donc en termes de grammaire, ça se traduit de la manière suivante. Voici l'axiome. On va donc avoir notre suite de déclarations de type, et puis ensuite notre suite de déclarations de fonctions. La déclaration de type se fait de cette manière-là. Donc on a le mot-clé typedef, le constructeur de type, et puis l'identificateur de type. Ensuite, pour la manière dont on construit un type, c'est vraiment très classique. On a soit un type simple, c'est-à-dire un void, un char, un int, un float ou un booléen, soit un type structuré, qui peut être soit un tableau, soit une structure. Donc une fois qu'on a défini notre notion de type, il faut simplement étendre le programme pour pouvoir gérer les types. Donc il suffit d'abord d'étendre les déclarations de fonctions pour pouvoir retourner n'importe quel type et prendre en paramètre n'importe quel type. Ensuite, la déclaration des variables locales à la fonction, de manière à pouvoir déclarer n'importe quel type. Et puis enfin, il faut un certain nombre d'artefacts syntaxiques pour pouvoir accéder au tableau, aux structures, déréférencer un pointeur, et puis aussi pouvoir affecter une donnée de type structuré en permettant le membre gauche d'une affectation d'être une expression structurée. Avec cette grammaire, on peut traiter plein de programmes, par contre, on peut remarquer que la taille des types est toujours fixe avec ça. C'est pas dynamique. Si on veut rajouter de la dynamicité à notre système de types, il suffit d'ajouter les pointeurs et de pouvoir faire référence à un autre type de manière à pouvoir définir des types récursifs. Vous voyez qu'avec ce procédé-là, on peut par exemple définir les listes chaînées, d'accord, qui sont des types récursifs. On peut également, de la même manière, définir les arbres. Alors donc maintenant on va voir de quelle manière contrôler les types. Alors cette nouvelle syntaxe va donner beaucoup trop de liberté au programmeur. Par exemple, il pourra écrire des programmes incorrects comme celui-ci. On déclare un entier x et puis ensuite on essaie de traiter x comme si c'était un tableau. C'est accepté par notre syntaxe, par contre c'est quelque chose d'interdit. Donc on voit qu'on est obligé de rajouter une passe qui s'appelle le contrôle de type pour s'assurer que le programme est bien correct, en vérifiant que les arguments qui sont passés aux fonctions sont bien du bon type. On peut également être amené à détecter des conversions à réaliser pour que le programme soit correct. Par exemple, si on considère cette fonction qui traduit un char en entier int, si on passe le caractère 0, ça retournerait par exemple l'entier 0, et qui procède de la manière suivante, on fait simplement c moins le caractère 0, donc ça c'est quelque chose qui est valide dans le langage C, parce qu'il est capable de traduire les deux caractères en entier, de faire la soustraction, et de retourner l'entier int correspondant. Pour formaliser le contrôle de type, on a recours à la notion de sous-type. On dit que T est un sous-type de T', et on note avec une inclusion mathématique si chaque donnée de T peut être convertie en donnée T'. Par exemple, char est un sous-type de int, puisqu'on peut convertir chaque caractère en entier int. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, on ne peut pas convertir chaque entier int en caractère. Ensuite, int est un sous-type de float, puisqu'on peut convertir chaque entier int en floatant. Il est parfois nécessaire de réaliser une conversion, qu'on appelle un cast, quand les représentations sont différentes. Par exemple, si on veut passer d'un int vers un float, ça n'est pas direct, puisque les int sont implémentés en complément A2 sur 64 bits, alors que les floats sont implémentés en suivant le standard I3E754 double précision, c'est-à-dire avec un bit de signe, un exposant et une mantis. Par convention, on dira aussi qu'un type est sous-type de lui-même. Le contrôle de type, c'est assez simple, il s'agit de vérifier que les arguments qui sont passés à une fonction sont bien du bon type. Donc pour ça, on doit, au moment où on analyse le programme, évaluer le type de chaque argument de la fonction et le comparer avec le type attendu dans la spécification de la fonction. Donc on voit qu'il y a deux politiques possibles pour le typage. Il y a d'une part le typage fort, qui va s'attendre à ce que ce soit exactement le même type. Par exemple, si on passe un char à une fonction qui attend un int, le typage fort ne fonctionnerait pas. Et puis le typage faible, qui est beaucoup plus permissif, et qui lui accepte des sous-types. Par exemple, on pourrait passer un char à une fonction qui attend un int. Et dans ce cas-là, éventuellement, on peut avoir à générer du cast.
Alors, on va regarder le petit exemple suivant, et on va voir un petit peu ce que fonctionnerait un contrôle de type avec une politique de typage fort et une politique de typage faible. Dans ce programme-là, on a une fonction qui prend deux paramètres de type entier et qui retourne un entier. Alors si on contrôle le type du programme, regardons, on a la fonction f, ici on a un paramètre de type char, un paramètre de type int, donc ça fonctionne bien pour le deuxième paramètre qui est bien du bon type. Par contre celui-là est de type char, et char n'est pas formellement égal à int. Donc un typage fort rejetterait ce programme. Alors par contre maintenant, si on utilise un typage faible, il est clair que ça passerait, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, char est un sous-type de int. Par conséquent, le typage faible accepterait ce programme et générerait un cast éventuel pour traduire le char en int. Donc maintenant, on va voir de quelle manière compiler les données structurées. Alors pour compiler les données structurées, c'est toujours un peu la même méthodologie. Il faut d'abord déterminer où les données structurées vont être logées. Est-ce qu'on les met dans la pile ou est-ce qu'on les met dans le tas? Ensuite, il faut déterminer de quelle manière la donnée structurée va s'organiser, comment on organise les tableaux, comment on organise les structures, si jamais on emboîte plusieurs types structurés, de quelle manière ça va fonctionner. Ensuite, de quelle manière compiler le code pour construire la donnée. Et puis enfin, comment compiler le code pour accéder à une donnée. On a par exemple ici table de 1, comment produire le code assembleur pour accéder à la donnée table de 1. Alors concernant le placement des données, il faut d'abord se souvenir de la structure de la mémoire. On va avoir par ordre décroissant d'adresse l'environnement qui va contenir les paramètres de la fonction et puis éventuellement d'autres éléments qui sont liés à l'environnement d'exécution du programme. Ensuite on a une pile qui va servir, comme on l'a vu, à gérer les appels de fonctions. On a un tas qui va permettre de gérer les données dynamiques, et puis on a d'autres données qui sont statiques, c'est-à-dire qui sont déclarées une fois pour toutes à l'intérieur du binaire, et qui vont être recopiées au moment du chargement du programme à l'intérieur de la mémoire. Par exemple, on a les constantes, donc ce sont des constantes qu'on définit dans le segment .data si vous faites de l'assembleur. Vous avez fait un petit peu de NASM, vous pouvez définir un segment .data dans lequel vous allez pouvoir loger par exemple les chaînes de caractères, les variables statiques qui sont initialisées à 0, et puis naturellement on a l'emplacement pour le code binaire du programme. Donc si on prend un petit programme, on va avoir très classiquement les données dynamiques produites par un malloc qui vont se retrouver à l'intérieur du tas, toutes les données qui sont liées à l'exécution des fonctions, donc comme on l'a vu, l'enregistrement d'activation, c'est-à-dire les paramètres et les variables locales qui vont se retrouver logées dans l'enregistrement d'activation qui est à l'intérieur de la pile, et puis le constante, typiquement les chaînes de caractères. Alors nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est la gestion de la pile pour les appels de fonctions. Les variables locales structurées vont être ajoutées à l'enregistrement d'activation, c'est bien que si on considère ce programme-là, vous avez une fonction main qui fait un appel à une fonction f, en lui passant en paramètre un tableau qui est déclaré localement à l'intérieur du main. Le tableau, c'est une variable locale de main, donc qui va se retrouver naturellement dans l'enregistrement d'activation de main. Et puis ensuite, les arguments structurés vont être passés par référence, c'est-à-dire que quand on va faire un appel à f, on ne va pas passer à f le tableau, mais une référence vers le point d'entrée de la donnée structurée à l'intérieur de l'enregistrement d'activation de main. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est de quelle manière on organise ces données. Et une fois qu'on aura déterminé l'organisation des données, on pourra se poser la question de leur compilation. Donc il y a en fait plusieurs types d'organisation de données. La première, c'est l'organisation linéaire, qui est celle qui est utilisée par GCC, et plus généralement par les implémentations du langage C. Et puis la deuxième, c'est l'organisation dirigée par la syntaxe. Alors commençons par l'organisation linéaire. Dans cette organisation, les données structurées sont totalement aplaties. Si vous considérez par exemple un tableau à 3 éléments, et chaque élément est une structure, eh bien les structures vont simplement être rangées les unes à la suite des autres, en étant alignées sur une certaine taille. Et ensuite, les structures sont alignées sur un mot, donc par exemple si un mot fait 4 octets, on aurait l'organisation suivante pour une structure. On a un char qui tient sur un octet, ensuite on a un entier int qui tient sur un mot, mais qui doit être aligné sur la taille d'un mot. Puis la taille totale de la structure doit elle-même être l'un multiple de la taille d'un mot, donc ça donne cette organisation-là. Alors, la raison pour laquelle on aligne sur la taille d'un mot, c'est que ça permet d'accéder plus rapidement aux différents champs de la structure. Vient ensuite la question des tableaux multidimensionnels. Donc dans le langage C, les tableaux sont stockés par ligne, si bien qu'un tableau 3-2 est vu comme 3 tableaux de 2 éléments. Donc l'organisation linéaire est assez simple au moment de l'allocation, il n'y a absolument aucune construction qui est nécessaire, il suffit simplement de calculer la taille de la donnée et d'allouer l'espace. Donc ça convient très bien aux données statiques et aux données dynamiques, c'est la raison pour laquelle ça a été retenu pour le langage C. Par contre, la difficulté principale vient de la compilation.
C'est assez difficile avec cette structure de compiler une fonction d'accès pour chaque expression. Donc c'est la raison pour laquelle on se tourne vers un autre type d'organisation, puisqu'on cherche à avoir un schéma de compilation simple, qui est l'organisation dirigée par la syntaxe. Alors, dans l'organisation dirigée par la syntaxe, c'est un peu différent, il y a un peu plus de structure, puisque les données structurées sont masquées par une référence. D'accord? Donc si on considère par exemple cette donnée-là, c'est un struct qui a deux champs, un champ qui est un tableau à deux cases et un champ entier. Chaque champ va tenir sur un mot. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un mot qui va contenir le tableau, et un mot qui contient Y. D'accord? Et donc par convention, si jamais on a un tableau, le tableau va être masqué par une référence vers le point d'entrée de ce tableau. Donc ça veut dire que le mot qui contient le tableau X, en fait ne contient pas le tableau X, mais l'adresse de départ de ce tableau. En particulier, vous voyez que si vous évaluez s.x, ce que vous allez avoir, c'est l'adresse de départ de s.x. Et donc ça va permettre de faciliter les schémas de traduction pour l'accès aux données structurées. Si on regarde les tableaux maintenant, ça fonctionne un peu comme l'organisation linéaire line major. On considère les tableaux, on va considérer par exemple un tableau de 3 comme deux tableaux de taille 3. Et ça va s'organiser de la manière suivante. Donc on a le point d'entrée, donc T, qui est un tableau. Alors forcément T c'est une donnée structurée, donc à l'intérieur de T on va avoir une référence vers le point d'entrée du tableau. Et puis ensuite un tableau c'est deux tableaux de taille 3. D'accord? Donc on va avoir deux tableaux de taille 3, on réserve deux slots, un slot pour le premier tableau, un slot pour le deuxième, et dans chaque slot on voit qu'à nouveau c'est une donnée structurée, puisque c'est un tableau de taille 3, donc ce qu'on va mettre c'est une référence vers le tableau de taille 3. D'accord? Donc les données organisées par la syntaxe doivent être allouées, et surtout elles doivent être construites, puisqu'il faut mettre à jour les références, donc on va avoir besoin de compiler la construction de ces données. La bonne nouvelle, c'est que la génération du code pour construire et accéder à ces données est dirigée par la syntaxe, et par conséquent, elle peut se spécifier au moyen d'un schéma de traduction. D'accord? On va voir tout à l'heure. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir besoin d'un accès adressé à la pile, et donc la machine à pile ne conviendra pas. Ok, donc du coup, on va être obligé d'introduire une nouvelle machine qui va nous servir dans ce cours et dans tous les cours qui suivront, qui est la machine à registre qu'on a déjà commencé à voir en introduction. Donc dans la machine à registre, la totalité des variables qui sont manipulées par le programme, c'est-à-dire les paramètres, les variables locales d'une fonction, et les résultats intermédiaires des calculs sont stockés dans des registres qui sont en nombre illimité. Ces registres sont appelés des temporaires très souvent, ou indifféremment des registres virtuels. Donc on va garder la pile pour pouvoir gérer les appels de fonctions, et puis les instructions alloc et free pour pouvoir gérer les slots sur la pile, et call pour pouvoir gérer les fonctions. On va donner maintenant un catalogue assez rapide des instructions pour la machine à registre. Vous verrez que c'est pas trop différent de la machine à pile, c'est pas très compliqué. Le premier type d'opération qu'on veut réaliser sur la pile, c'est d'accéder aux éléments qui sont sur la pile. C'est un peu l'intérêt, c'est pouvoir faire un accès adressé. Donc pour pouvoir écrire à une certaine adresse, on va utiliser cette instruction-là, T1 plus une valeur immédiate, c'est-à-dire une constante reçoit le contenu d'un temporaire T2, et ça va écrire le contenu du temporaire T2 à l'adresse, qui est T1 plus la valeur immédiate. D'accord? Ensuite, T1 reçoit T2 plus la valeur immédiate, ça fait la même chose à l'envers, c'est-à-dire ça va faire un chargement de la donnée qui est à l'adresse T2 plus la valeur immédiate, et ça va mettre la donnée à l'intérieur du temporaire T1. On suppose que les adresses qui sont spécifiées à chacune de ces deux instructions sont données par mot. D'accord? Évidemment, sur la pile, on empile aussi des mots. Ensuite, on a classiquement les opérations arithmétiques, donc l'affectation d'une constante à un temporaire, la copie d'un temporaire vers un autre, et puis la réalisation d'une opération binaire, donc addition, soustraction, multiplication, division, exactement comme pour la machine à pile. Sauf que là, cette fois-ci, on est obligé de spécifier explicitement des temporaires. Alors, on va considérer ce petit programme-là et se demander ce qu'il fait. Donc à l'intérieur de T1, on va mettre le contenu de l'adresse BP plus 2. Alors c'est quoi l'adresse BP plus 2? Je vous rappelle qu'on empile par adresse décroissante, et que donc l'adresse croît vers le haut. Donc BP plus 1, BP plus 2, ça pointe vers l'entier n. D'accord? Et par conséquent, cette instruction a pour effet de placer à l'intérieur de T1 la donnée qui est sur ce slot-là, c'est-à-dire n. Ensuite, à l'intérieur de T2, on va mettre 1, et dans T3, je mets T1 plus T2, donc dans T3, je vais avoir n plus 1. Donc naturellement, on veut pouvoir évaluer des conditions entre les temporaires, donc typiquement l'égalité, la différence ou le classement. On l'écrit simplement de cette manière-là, donc j'écrirai par exemple T1 reçoit T2 égale T3, et puis à l'intérieur de T1, j'aurai une valeur booléenne qui vaudra 1 si jamais T1 est égal à T3, et 0 sinon.
Donc pour implémenter le if et le while, on a besoin de saut, comme on l'a vu dans le cours de traduction dirigé par la syntaxe. Donc on a de la même manière un saut inconditionnel, hein, jump une adresse qui saute à l'adresse, hein, et puis un saut conditionnel, donc on lui passe une condition, et si la condition est vraie, on saute à l'adresse. Alors regardons le code suivant. Donc à l'intérieur de T1, on va mettre la donnée qui est à l'adresse BP plus 2, donc à nouveau BP plus 1, BP plus 2, hein. Cette donnée-là c'est la donnée n. Et ensuite, si n est égal à 0, on va sauter sur la partie zen, et dans ce cas-là, on mettra 1 à l'intérieur de T3. Donc ça correspond un petit peu au début du code de la factorielle. Si n égale 0, alors je retourne 1. Naturellement, on a besoin d'opérations pour gérer la pile, hein, sauf que là, elles vont être explicites. Alors maintenant, pour générer du code pour cette machine à registre, on va procéder de la même manière qu'avec la machine à pile, et on va définir un opérateur de traduction. Donc ça, ce sera en gros le code qui va évaluer E et qui placera le résultat à l'intérieur du temporaire T. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, à l'intérieur des temporaires, on va avoir les valeurs de toutes les variables qui sont manipulées par le programme. Ça suppose qu'on ait une table des symboles qui va référencer pour chaque variable le temporaire dans lequel cette variable est logée. Cette table des symboles, on va la noter avec la lettre grecque ρ. Rho, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de delta, mais pour la machine à registre. Sinon, les règles de traduction vont être tout à fait analogues à celles de la machine à pile. On va tout de suite regarder ça. Donc pour traduire les expressions, pour commencer, donc ça c'est quoi? Ça va être le code qui va placer à l'intérieur du temporaire t im. Bah, c'est simplement t reçoit im, c'est pas très compliqué. Ensuite, ça va être le code qui va placer à l'intérieur du temporaire t la valeur de l'identificateur de variable. Donc c'est simplement t reçoit row de id. Et puis enfin, le code de l'addition, donc là on devine de quelle manière ça va se passer. On va commencer d'abord par évaluer E1 et placer le résultat dans un temporaire T'. On évalue E2 et on place le résultat dans un temporaire T seconde. Et puis enfin, on génère le code pour placer E1 plus E2 à l'intérieur de T. Ce qui est bien la spécification de cet opérateur de traduction. Pour la traduction des conditions, c'est la même chose que pour les opérations arithmétiques, sauf que là on a maintenant un opérateur booléen. Donc pour traduire E1 strictement plus grand que E2 et placer le résultat à l'intérieur de T, c'est-à-dire 0 si la condition est fausse et 1 si la condition est vraie, on va naturellement commencer par évaluer la valeur de 1. Donc on génère le code qui, quand on l'exécute, évalue 1 et met le résultat à l'intérieur de t'. Ensuite, on génère le code qui, quand on l'exécute, évalue 2 et place le résultat à l'intérieur de t secondes. Et on va simplement utiliser l'instruction conditionnelle qu'on a définie précédemment. Un t reçoit t' strictement plus grand que t secondes, qui va placer 0 à l'intérieur de t si jamais la condition est fausse, et 1 si jamais la condition est vraie, ce qui correspond bien à la spécification de l'opérateur de traduction. Ensuite, on traduit le contrôle, donc on va considérer une affectation simple, un identificateur de variable reçoit une expression E. Alors c'est pas la totalité des affectations, si on veut par exemple affecter un tableau et faire table de 0 reçoit E, on voit que cet opérateur-là ne pourra pas s'appliquer, on sera obligé de définir, et on le fera plus tard, un nouvel opérateur de traduction. Pour celui-ci, c'est pas compliqué, il suffit d'abord d'évaluer E et de placer le résultat dans un temporaire T, puis ensuite on verse ce temporaire T à l'intérieur du temporaire qui contient l'identificateur et qui est donc, comme on l'a expliqué, row de ID. Ensuite, pour le if, et je vous laisserai à titre d'exercice écrire le while, qui n'est pas tellement plus compliqué, c'est à peu près la même chose que la machine à pile. On commence d'abord par évaluer la condition et placer le résultat à l'intérieur de t. Ensuite, si la condition est fausse, donc si t est égal à 0, j'exécute la partie else, et sinon j'exécute la partie zen. Donc maintenant, on va voir la traduction d'un appel de fonction. Pour appeler une fonction, on voit qu'on construit la première partie de l'enregistrement d'activation et on commence naturellement par empiler les paramètres. Donc on évalue le premier argument et on place le résultat à l'intérieur du temporaire T1, qu'ensuite on empile, et on fait la même chose pour chacun des autres arguments. Ensuite, on fait un appel à la fonction, donc ça va avoir pour effet de mettre sur la pile l'adresse de retour du call. Donc comme on est dans le cadre de la machine à registre, le résultat n'est pas transmis sur la pile, il est transmis dans un registre. Donc on va supposer que le registre qui contient le résultat c'est T', et étant donné qu'on doit mettre le résultat de l'évaluation à l'intérieur de T, on va simplement ajouter l'instruction d'affectation T reçoit T'. Évidemment, ce temporaire doit être le même que celui qui est affecté à l'intérieur du corps de la fonction, et donc il faudra le forcer à un certain registre physique au moment de la génération de code. Ce qu'on a vu, c'est que dans toutes les conventions d'appel, c'est le registre RAX qu'on utilise. Enfin, pour traduire le return, à nouveau, c'est assez simple, il suffit d'évaluer l'expression qu'on cherche à retourner et de la placer à l'intérieur de t. Et maintenant, comment on fait pour la placer à la fonction appelante? Vous avez deviné, il suffit de l'affecter au même temporaire que celui qui sera lu par la fonction appelante, qu'on va donc forcer à la même valeur, c'est-à-dire RAX. Et pour terminer, il faut libérer l'enregistrement d'activation et rendre la main à la fonction appelante.
Donc maintenant qu'on a spécifié de quelle manière organiser les données et sur quelle machine on veut compiler, on va donner les schémas de traduction pour compiler la construction et les accès aux données structurées. Donc comme on l'a vu précédemment, les variables locales qui sont des données structurées sont ajoutées à la fin de l'enregistrement d'activation. Donc là par exemple, on a une fonction main qui manipule un tableau tab, donc tab est à la fin de l'enregistrement d'activation de main. Donc dans ce contexte-là, on voit qu'on a besoin de construire une donnée structurée à la suite de l'enregistrement d'activation. C'est la raison pour laquelle on introduit un nouvel opérateur de traduction qui prend en paramètre un type de données, donc typiquement un tableau de 2 entiers, et qui produit le code, qui quand on l'exécute, ajoute la donnée de type structuré à la suite de la pile, et place à l'intérieur du temporaire t un pointeur vers le point d'entrée de cette donnée structurée. Étant donné que les données suivent une organisation dirigée par la syntaxe, on va voir que cette construction va elle-même être dirigée par la syntaxe. Donc dans un premier temps, on va considérer les structures. Donc, par exemple, ici, on a une structure avec un champ X qui est un tableau entier, et puis un champ Y qui est un entier. Donc on aurait typiquement cette structure-là. Donc on a le champ X, un slot, le champ Y, un slot. Alors un slot pour le champ X, c'est peu, étant donné que c'est un tableau, mais ça n'est pas grave, puisque étant donné que la structure des données est dirigée par la syntaxe, eh bien à l'intérieur du champ X, on va avoir une référence vers le point d'entrée du tableau. Alors comment on fait ça? Alors déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est que le code qui construit la structure et qui met à l'intérieur de t le point d'entrée vers la structure, bon, il connaît déjà d'entrée de jeu la valeur de t. D'accord? Initialement, on a le pointeur de pile qui est ici, donc c'est pas compliqué de déduire déjà que t, ça va être l'adresse qui va suivre immédiatement sp dans la pile, donc sp moins un mot. Ensuite, on va réserver autant de slots que de champs à l'intérieur de la structure. Et pour terminer, c'est pas très compliqué de voir qu'on va être obligé de construire chacun de ces champs. Donc pour ça, on va faire un appel récursif à notre opérateur de traduction sur chacun des types des champs. Donc je commence par construire récursivement le type du premier champ. Donc là, typiquement sur cet exemple, ce serait le tableau int de 2 qui va être ajouté à la suite de la pile. Ce constructeur va placer à l'intérieur de T1 l'adresse du point d'entrée de ce tableau, qui va ensuite être affecté au champ correspondant de la structure par cette instruction. Et on fait la même chose pour chacun des champs. Maintenant, concernant les tableaux, il faut se rappeler un peu du fonctionnement de l'organisation dirigée par la syntaxe. Si on avait un tableau de dimension 2-3, on voyait ça comme deux tableaux de dimension 3. D'accord? On a un premier tableau qui est de dimension 3, et puis ensuite un deuxième tableau qui est de dimension 3. Donc on voit que ça va se prêter très facilement à une construction récursive. On va construire récursivement, itérativement, chacune des dimensions du tableau en partant de la première dimension. Donc on va commencer par considérer un tableau en général de dimension n1 par np comme n1 tableau de dimension n2 par np qu'on va construire récursivement. C'est pas compliqué de voir que le point d'entrée de cette structure, ça va être le mot qui va suivre immédiatement le sommet de la pile. Donc c'est t égale sp moins un mot. Et ensuite, on va réserver les slots pour la première dimension. Et puis enfin, on va construire récursivement le contenu de chacun de ces slots. Étant donné que nous avons n1 slots, c'est assez habile d'utiliser une boucle pour et d'itérer sur chacun des slots de la première dimension. Et pour chacun des slots de la première dimension, on va récursivement le construire. Et puis ensuite, affecter au slot le point d'entrée vers la nouvelle donnée qu'on vient de construire. Par exemple, on a construit le premier élément, puis à la deuxième itération, hop, on construit le deuxième élément. Alors naturellement, cette boucle pour, il faut l'implémenter en utilisant des instructions assembleur, et donc voici le schéma de traduction final. Alors pour terminer la construction des données, un petit mot sur la construction des scalaires. Alors naturellement, les scalaires, c'est pas la peine de les construire, on a déjà réservé leur espace au moment où on a construit les données structurées. Cela dit, on peut exploiter le schéma de traduction des scalaires pour initialiser la donnée. En effet, vous voyez que si pour chacun des scalaires, l'opérateur de traduction retourne la valeur 0, on va affecter chacun des slots avec la valeur 0. Et donc de cette manière-là, notre schéma de construction va non seulement être capable de construire la donnée structurée sur la suite de la pile, mais également de l'initialiser. Donc maintenant, on va dérouler ce schéma de traduction sur cette structure simple. Donc ici, on a une structure avec deux champs, x et y, le champ x étant un tableau de deux cases. Donc on va simplement dérouler cet opérateur. On commence par appeler l'opérateur de traduction sur un struct, donc t reçoit sp-1. Ensuite, on réserve les deux slots pour x et pour y. Et puis enfin, on construit récursivement chacun de ces slots. D'accord? Donc on commence par construire récursivement le tableau int de 2. On a à l'intérieur de T1 le point d'entrée de ce tableau qu'on va affecter au slot s.x, et puis ensuite on construit récursivement le deuxième champ qui est de type int. Alors évidemment c'est pas la peine de construire puisqu'il est déjà disponible, et ça va avoir pour effet de mettre à 0 le contenu de ce champ.
On continue les appels récursifs, on applique simplement le schéma qu'on a vu précédemment, hein, donc T1 c'est la valeur de SP, donc en l'espèce ici c'était ça. Ensuite on réserve les deux slots pour le tableau, hein, S.x de 0 et S.x de 1, et puis enfin récursivement on va construire chacun des slots S.x de 0 et S.x de 1. A nouveau c'est des slots entiers, c'est pas utile de les construire, mais ça va avoir pour effet de les initialiser à 0. Alors maintenant, on a tous les éléments pour pouvoir traduire les fonctions qui manipulent des données structurées. C'est grosso modo le même schéma que celui qu'on a vu dans le cours précédent, sauf qu'on va ajouter la construction des données structurées, et naturellement on l'adapte pour la machine à registre. Donc on considère une fonction qui prend P paramètres et qui possède Q variables locales dont les types peuvent être éventuellement structurés, typiquement celui-ci. La première instruction, c'est un alloc. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif de mettre un alloc ici, étant donné qu'on a dit que la totalité des variables était logée dans des temporaires. A priori, le alloc ne sert à rien. En fait, on verra qu'il n'en est rien, puisque à la fin, quand on cherchera à produire du code machine, s'il n'y a pas suffisamment de registres physiques pour tout le monde, il faudra bien mettre les données à l'intérieur de la pile. Donc on va avoir besoin d'un alloc, mais a priori, on ne sait pas encore de combien de données on va avoir besoin, donc on laisse ce point d'interrogation et on le fixera à la toute fin, au moment de la génération de code. Ensuite, on va construire chacune des variables locales qui sont des données structurées en appliquant l'opérateur qu'on vient de définir. Donc ça va avoir pour effet de terminer la construction de l'enregistrement d'activation, et puis ensuite de mettre à l'intérieur de nouveaux temporaires T'1, T'Q le contenu de ces variables. Alors étant donné qu'on veut tout manipuler par des temporaires, il faut également mettre des paramètres à l'intérieur de temporaires. Et donc maintenant, on voit qu'on va pouvoir manipuler et les paramètres et les variables locales uniquement par le biais de temporaires, donc T'1, T'Q pour les variables locales, et puis T1, TP pour les paramètres. Et donc maintenant, on va pouvoir définir notre mapping row qui associe à chaque variable le temporaire qu'il implémente. Donc là, c'est pas compliqué de voir que les paramètres sont associés au T1 à TP, c'est ce qu'on vient de dire, et que les variables locales, id'1, id', sont associées au T'1, T'Q qu'on vient de construire. Et donc maintenant, avec la connaissance de ce mapping row, on va pouvoir traduire le corps de la fonction, et pour finir, on va libérer classiquement l'enregistrement d'activation. Donc maintenant, on va dérouler ce schéma de traduction sur cette fonction. On recopie simplement ce qu'on vient de dire précédemment, l'allocation des slots de pile, l'affectation des paramètres à des temporaires, et puis la construction des données structurées. Cette construction suit exactement ce qu'on a défini au slide précédent. Et donc au final, voici le code qu'on obtient, qui poursuit la construction de l'enregistrement d'activation. Ce code-là, c'est ce qu'on appelle le prélude de la fonction, et puis évidemment le code qui va libérer l'enregistrement d'activation une fois que la fonction aura terminé de s'exécuter. Ce code, c'est ce qu'on appelle le postlude de la fonction. Donc maintenant qu'on est en mesure de construire les données structurées, on va s'intéresser à la traduction d'un accès à une donnée structurée. Donc considérons par exemple cette affectation, A de i plus 1 reçoit 2 fois B de i plus 1. On voit qu'on va avoir besoin de calculer un certain nombre de choses pour pouvoir la traduire. La première chose à faire, ça va être de calculer l'adresse à laquelle on souhaite affecter la valeur. Étant donné que c'est la valeur qu'on calcule pour le membre gauche de l'affectation, on appelle ça une L-value, L comme left en anglais, qui signifie gauche. Ensuite, on a besoin de calculer la valeur qu'on cherche à affecter. Étant donné que c'est la valeur qui correspond au membre droit de l'affectation, on appelle ça une R-value. Pour ça, on définit un nouvel opérateur de traduction qui va prendre en paramètre une expression et qui va générer le code, qui va d'une part évaluer l'adresse de cette expression, si ça a un sens, et puis ensuite la valeur de cette expression. Donc pour assurer la cohérence de nos schémas de traduction, parfois on utilisera cette notation qu'on a déjà utilisée précédemment pour dire qu'on calcule E avec TA pour l'adresse et T pour la valeur, et on garde uniquement la valeur. Alors pour commencer, on va traduire les affectations. Donc, comme on l'a vu précédemment, la première chose à faire, c'est de calculer l'adresse vers laquelle on souhaite affecter cette valeur. Donc pour ça, on applique notre opérateur de traduction qui va exécuter le code, qui va placer à l'intérieur de TA l'adresse de l'accès E1 et à l'intérieur de TV sa valeur. Sa valeur, on n'en a pas besoin, ce sera donc du code inutile qu'il faudra éliminer lors de la phase d'optimisation de code. Ensuite, on calcule la valeur qu'il faut affecter en appelant récursivement l'opérateur de traduction sur E2. Alors à nouveau, vous voyez que si E2 est un accès, on appliquerait E2 sur TAT, puis on garderait uniquement T. C'est le sens de cette définition. Et donc maintenant, il suffit simplement d'exécuter ce code qui affecte la valeur à l'adresse à laquelle on souhaite affecter cette valeur. Imaginons que nous cherchions à évaluer l'adresse et la valeur de table de 0,1. On voit que la première chose à calculer, ça va être table de 0, qui va nous donner le point d'entrée de la suite du tableau. Et puis ensuite, il suffit de soustraire le décalage 1. Donc c'est précisément ce qu'on va faire ici. On commence par évaluer la valeur de E1. La valeur de E1, par définition de l'organisation dirigée par la syntaxe, c'est le point d'entrée du tableau, l'adresse de la première case du tableau. Ensuite, on évalue E2, qui sera donc le décalage, ou l'offset en anglais.
Et puis enfin, il suffit de calculer l'adresse qui va être simplement la base moins l'offset, d'accord? Donc là, par exemple, si on veut avoir table de 0,1, bah, c'est l'adresse de table de 0 à laquelle je vais soustraire l'offset, c'est-à-dire 1. Et évidemment, on récupère la valeur qui est à cette adresse. Pour un accès struct, ça va être exactement le même principe. Par exemple, si on cherche à évaluer s.y, on commence par évaluer la valeur de s, hein, qui est l'intérieur de t, donc ça donnera ce pointeur-là. Et puis ensuite, on va soustraire à s un offset qui correspondra au rang du champ dans la déclaration du struct. Donc c'est précisément ce qu'on fait, on commence par traduire E, la structure, on met la valeur à l'intérieur de t base, donc c'est l'adresse du point d'entrée de la structure. Ensuite, on récupère le rang du champ. Donc ça implique que quelque part dans une table des symboles, on a un opérateur rang qui associe à chaque champ de la structure sa position. Et enfin, on calcule l'adresse de la donnée, qui est donc la base, par exemple cette adresse, moins 1, l'offset, si jamais le champ était y. Et pour terminer, on affecte à tz la valeur qui se trouve à cette adresse. Donc pour finir, la traduction d'un accès pointeur se fait de manière assez naturelle, puisqu'un accès pointeur contient l'adresse de la donnée, donc il suffit d'évaluer cette expression, qui est donc l'adresse de la donnée, puis de prendre la valeur qui est cette adresse. Donc on va poursuivre notre exemple en traduisant maintenant l'affectation s.x de 1 reçoit n. Donc on rappelle que n c'est un paramètre et que s c'est une donnée locale structurée. Donc on applique récursivement notre opérateur de traduction, hein. Donc on commence par évaluer l'adresse de l'accès auquel on souhaite affecter la valeur. On va placer cette adresse à l'intérieur du temporaire TA. Ensuite on évalue la valeur qu'on souhaite affecter, et puis on place à l'adresse TA la valeur T. Ensuite récursivement on traduit le calcul de l'adresse et de la valeur de l'accès. Donc pour ça, on commence par évaluer s.x, on évalue l'offset, et puis on applique les opérations de calcul d'adresse et d'affectation de valeur. Ensuite, concernant l'évaluation de n, bah, c'est assez direct, étant donné que n est une variable, il suffit d'affecter à t ρ de n, hein, le temporaire associé à n, qui est donc t1. Alors, ensuite, récursivement, ici, on évalue s.x, hein, donc ça, naturellement, ça s'écrit sous cette forme-là, et on ignore ta', hein, c'est la définition qu'on a donnée au tout début. Donc ça donne ceci, récursivement, hein, c'est juste une application directe de l'opérateur de traduction, et finalement on obtient ce code-là. Donc pour terminer, voici le code total de la fonction, hein, donc on rappelle les différentes parties. La première partie, c'est le prélude de la fonction qui poursuit la construction de l'enregistrement d'activation, avec l'allocation des slots et la construction des données structurées. La deuxième partie, c'est l'exécution du corps de la fonction, qui est donc cette affectation-ci, s.x de 1 reçoit n. Et pour terminer, on a le postlude de la fonction qui va libérer l'enregistrement d'activation et passer le contrôle à la fonction appelante une fois que la fonction aura fini de s'exécuter. Voilà, donc maintenant on a la totalité des schémas de traduction qu'il nous faut pour générer du pseudocode à partir d'un sous-ensemble tout à fait raisonnable du C, dans lequel on a à la fois des fonctions et des types de données structurées. Donc on peut vraiment traduire à peu près n'importe quel programme C avec ça. Donc dans la suite, on va voir comment optimiser ce pseudocode, puisque comme on l'a vu, la traduction est directe et il y a un certain nombre d'inefficacités, comme par exemple du code mort, hein, comme par exemple le fait qu'on cherche à obtenir la valeur d'un accès qu'on cherche à affecter, alors qu'on n'en a pas besoin. Et puis ensuite, on verra toute la partie génération de code pour traduire ce pseudocode en code machine x86 64 bits.